L'analyse financière de tout cela était très positive, c'est le cas de le dire. Sur 3 ans, je crois qu'il y a une seule année où le résultat économique était légèrement inférieur. Et les autres années, les rendements étaient supérieurs, en partie intégrés qu'en partie classique. Donc automatiquement, la marge hectare était supérieure. Ça, c'est de pratiquement 100 à 120 euros. Alors maintenant, je vais commencer à faire un peu sur le blé tendre principalement, puisque ça a été la base de notre système. Alors, la base principale, c'est le choix de la variété. Tout de suite, ça a été chouette de trouver les variétés avec des tolérantes aux maladies, avec des rendements peut-être pas les meilleurs, mais avec que les économies d'intrants pouvaient largement amener au niveau des autres. Et voilà. Après, densité de semis, 25-30%. Les premières années, bon, ça, on suivait ce qu'on nous conseillait, puisqu'on était novices dans le système. Et ça permettait, ce système, d'éviter tout traitement au niveau verse. On a supprimé les traitements verse depuis, d'ailleurs. Depuis 6 ans, il n'y a aucun produit contre la verse qui est étalé sur l'exploitation. Même cette année, c'est réussi à passer. Après, pour la fertilisation, c'est méthode des bilans, reliquat sortie d'hiver et pilotage par GPN. Au stade de 2 nœuds, dernière feuille pour ajuster au mieux tout ce qui peut être, tous les apports d'azote, ce qui fait faire quand même quelques économies par rapport aux années antérieures à ça, où on va dire qu'on badigeonnait, mais plus ou moins. On économise 30-40 unités d'azote tous les ans, suivant les reliquats, mais à culture à précédent équivalent, c'est ça, c'est ce qui a été gagné en gros. Pour tout ce qui est maladie en végétation, alors là, le choix de variété, densité de semis, ça a une grosse influence, puisque en ce moment beaucoup plus clair, on arrive à avoir une végétation beaucoup moins importante, beaucoup plus aérée, et les maladies se développent quand même nettement moins. Sinon, on utilise pour déclencher au niveau des traitements phyto, des traitements fongicides, on a les messageries des cercles d'agriculteurs, c'est la chambre d'agriculture qui met ça en place. J'ai aussi les avertissements de la Fredon et les bulletins de santé du végétal. Donc c'est eux qui donnent par rapport à leurs essais témoins, sur les parcelles témoins, les seuils de déclenchement de maladies, quoi. Donc à partir de ce moment-là, avec mon frère, là c'est là qu'on commence, c'est souvent environ autour du stade de nœuds des blés, hein. C'est là qu'on commence à nous aller voir dans les parcelles, prélèvement dans chaque parcelle ou dans chaque variété d'une 40aine de pieds, on regarde les 3 dernières feuilles, on juge la surface de maladie qui est déjà en place ou pas, et là on décide si on traite ou si on ne traite pas. Et cette opération-là, à chaque sortie de nouvelle feuille, on la reproduit, quoi. Et à chaque fois, le résultat nous dit si on déclenche, si on ne déclenche pas. Et dans la grande majorité des cas, jusqu'à maintenant, on a toujours fait uniquement un seul fongicide depuis 2006 sur toutes les parcelles de blé. On n'a jamais été obligé, même cette année, c'était, je ne sais pas à la fin le résultat comment il va être, ça a peut-être été un peu plus chaud. Mais jamais on a atteint les seuils de déclenchement au niveau traitement phyto. Après, au niveau des herbages, là, il n'y a rien de particulier. Ce n'est pas le fait de baisser les densités de semis qui engendre des salissements plus importants. Après, il faut aussi trouver des variétés avec des bons talages, un bon pouvoir couvrant, des feuilles larges. Ça rentre en partie dans le choix des variétés, ça. Et voilà, au niveau de ça, c'est pour l'averse, je vous l'ai dit, pas d'utilisation. Cette année, pour l'instant, rien n'est par terre, on touche du bois. Et au niveau insecticide, c'est pareil, c'est les seuils, quoi, au niveau puceron, aller dans les parcelles, regarder, compter. Mais depuis 2006, je crois qu'une année pour de la cécidomie, on a déclenché sur une partie, mais sinon aucune utilisation, on ne puceront jamais d'insecticides. Il n'y a jamais eu de soucis majeurs avec les insectes. On fait des blés améliorants depuis quelques années, tête force et un peu de blé dur d'hiver. Là, par contre, pour l'instant, on est resté dans
dans des programmes, on va dire classiques, parce que la plus-value sur ces produits-là est quand même assez très importante même, et le risque n'en vaut pas la chandelle, quoi. Sur des blés améliorants, on arrive à des plus 60-70 euros de la tonne. Je vous dis, on n'a pas envie de jouer au plus malin avec ce genre de culture. Donc là, on reste sur des programmes. Enfin, c'est pas de la, c'est toujours du raisonné. Oui, on fait pas de préventif, on fait toujours quand même plus ou moins du. Comment dire, il y a un peu plus d'assurance. Oui, il y a plus d'assurance. On est obligé quand même, là, la plus-value est tellement importante. Je vais vous parler un petit peu de l'orge de printemps, parce que depuis 2 ans, on essaye aussi de mettre en application ces systèmes-là, mais bon, là, c'est quand même beaucoup plus restreint, c'est une culture quand même courte dans le temps. On a juste mis en place des réductions de densité de semis. Surtout pour nous éviter tout traitement pour l'averse, quoi. C'est pour l'instant la seule chose qu'on a mis en place au niveau fongies. On passe toujours quand même quasiment à la dernière feuille, à part une année comme l'an passé, qui est un peu exceptionnelle, mais il y a toujours un traitement quand même pour préserver la qualité. Pour l'azote, c'est comme pour le blé, c'est méthode des bilans, reliquat sortie d'hiver, et on tient compte de ça, en allant au maximum de la profondeur. Pour ce qui est du colza, là, le choix a été fait de chercher des variétés résistantes à l'averse. Toujours pareil, depuis 7-8 ans, plus l'utilisation de régulateurs de croissance. On arrive toujours à trouver des variétés. On n'a jamais eu de soucis majeurs de verse depuis. Cette année, dans les colzas, pour la prochaine récolte, nous allons mettre en place un couvert végétal dans le colza. Il y a des essais faits par la COP Île-de-France et puis la Chambre d'agriculture dans les communs, en commun accord, dans les plateformes régionales. Et ça fait 2 ans que ça a l'air assez intéressant au niveau azote. Ça permet de diminuer légèrement les doses d'azote, d'une 30 unités. Et en espérant aussi, on y a un effet désherbage, essayer là cette année, ça sera sur une petite partie, de supprimer au moins, de supprimer le désherbage si c'est possible. Enfin, au moins supprimer l'antidicote. Au niveau des pois protéagineux, là c'est pareil, depuis une dizaine d'années, on joue surtout sur le désherbage. On ne fait pas de post-semis, on fait uniquement du post-levé, ce qui permet de réduire énormément les doses. Un exemple, on va mettre un challenge à 4 litres et demi, ou un challenge pro 2 et 1,5, enfin quelque chose comme ça. Moi, c'est 2 applications, 0,15 challenge, 0,15 pro, les 0,15 base à grand. 10 jours. Le matin de bonne heure, comme pour les betteraviers, quand ça cogne un peu les pois, mais c'est très très efficace. Et au niveau résultat financier, c'est bon. Je dis pas que des fois on pénalise pas un peu la culture au niveau potentiel parce que ça cogne, mais bon, l'économie est quand même assez importante. Après, pour le restant tout ce qui est insecticide, c'est pareil, c'est visuel, trips, pucerons, on suit les seuils. Voilà. Alors je vais quand même un petit mot sur les IFT, parce que j'en ai pas parlé, parce qu'à la base, quand on a démarré ça, enfin même maintenant, tous les programmes qu'on met en place, tout ce qu'on fait, les IFT, on les oublie. On ne fait pas un programme par rapport aux IFT, on fait un programme par rapport aux problèmes. L'IFT, on le voit en ce moment, là, le jour j'ai regardé, j'ai sorti un chiffre, il est comme il est, il n'y a pas de... parce que si on joue à faire des programmes par rapport aux IFT, on va dans le mur, ça c'est évident. Si on se dit, moi je veux faire moins 40, et le résultat, madame l'a un peu donné là-bas tout à l'heure, ça se passe pas bien. Et juste un petit exemple, sur 2011, 2011 année sèche, chez nous c'est 50 mm entre le 1er mars et le 15 juin, 2012, maintenant 180 mm pour la même période. Bon, le pression maladie est évident qu'elle n'a rien à voir. Alors juste un petit exemple au niveau IFT sur au niveau fongicide, je ne vais pas rentrer les désherbages parce que bon, ça on ne peut pas tellement jouer avec. Les tendres l'année dernière 0,5, cette année 1,6. Orge de printemps 0 l'année dernière, 0,8 cette année. C'est un traitement, quoi. Pois 0 l'année dernière, 1,8 cette année. Colza 1 l'année dernière, 1,8 cette année. Donc ces chiffres-là démontrent bien qu'une chose, une année n'est jamais la même, une année ne sera jamais la même.
Et quand même, on veut faire au plus juste. Hein. Il y a des paramètres qu'on jamais on maîtrisera. Ça sera l'année. Hein. On peut nous obliger et nous dire faut faire ci, faut faire ça. L'agriculteur, il fera en fonction de la météo, il fera pour le mieux. Hein. C'est son porte-monnaie aussi hein, qui compte. Et là, il y a le désherbage dedans? Non, c'est uniquement fongies. Parce que si on ajoute le désherbage, parce que c'est encore plus dur avec le désherbage. Hein, enfin, moi, on désherbage cette année, l'année dernière, c'est à peu près équivalent. Enfin, en IFT total, moi, cette année, c'est 15% de plus. Mais bon, il y a le fongicide qui a beaucoup joué. Enfin, c'est lui qui a fait la différence. Hein. J'ai pas un gros écart en fin de compte. Après, les problèmes des désherbages étaient plus élevés l'année dernière parce que les cultures se retrouvaient dans des parcelles aussi à problématiques différentes. Et je suis presque un demi-point inférieur à l'année dernière en IFT et désherbage. Ouais. Mais ça, bon, c'est pour une chose. C'est pas l'année, ça. C'est dans la rotation. Hein. On a des secteurs avec problème où on n'a pas de problème régras, d'autres où on en a. Donc le problème est différent, quoi. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Merci. Non, mais je pense que c'est très intéressant. Pour moi, ça me confirme, ma grande angoisse dans ce dossier, je suis agriculteur aussi, c'est vraiment le désherbage. Oui. C'est vraiment au niveau du désherbage qu'on se demande comment arriver à baisser déjà de 30%, même déjà de 30%. Non, mais ça, c'est... Deux éléments sur les témoignages. Bon, d'abord, là, on est dans la vraie vie. Oui. Et je crois que la question de la variabilité, enfin l'adaptation locale, on l'a dit, mais c'est là où elle s'exprime réellement, c'est bon, au travers des expériences individuelles. Et donc la question, enfin ce que vous avez dit, Savine, sur le partage des données, je crois que là il y a un enjeu absolument essentiel, est-ce qu'on arrive à capitaliser ces expériences et qu'on confronte ça avec ce qui ressort d'études en petites parcelles ou d'études en laboratoire. Et ça, je crois qu'on n'a pas encore réussi à le faire correctement. Parce que si on n'a pas accès à la variabilité, hein, ce qu'on tire comme enseignement d'un réseau, même d'un réseau national, de petites parcelles, si on n'a vraiment pas accès à la variabilité, mais individuelle, donc au niveau de chaque exploitation, on n'avancera pas. L'évaluation des variétés, on est confronté à ça. L'évaluation des leviers pour la protection intégrée, c'est exactement le même problème. Donc là, il y a un challenge collectif tout à fait essentiel, qu'on essaye d'aborder dans le cadre du GIS Grande Culture, d'abord, et puis après peut-être à une échelle plus large. Puis le deuxième aspect, ce sont des herbages. L'appel à la mobilisation, il est essentiel. On a fait très récemment une réunion de Nathalie y assister, une réunion, parce qu'on a un groupe de travail sur la gestion des adventices au sein du GIS, auquel Arvalis participe. Et le constat, c'est celui que vous avez fait, c'est que c'est vraiment le problème numéro un. Et d'ailleurs, il est affiché par les membres du GIS. Et quand on regarde en face, ce qu'on est capable de mobiliser, c'est vraiment pas à la hauteur. Et c'est pas en ayant une thèse ou un projet CASDAR. Donc il y a une réelle difficulté, et c'est une mobilisation générale de nos instituts, mais également des pouvoirs publics. Vraiment, c'est urgent. Donc là, on va prendre une initiative au niveau du GIS avec Jean Boiffin. On va essayer d'alerter Ecophyto, les ministères, sur cette question. Alors, on ne va pas régler le problème du jour au lendemain, mais il y a réellement à se mobiliser sur ce plan aussi. Quand on a débuté, nous, ce système-là, on avait été, je vous l'ai dit, on était faire une visite dans l'Oise, on était une vingtaine d'agriculteurs. Et beaucoup, c'est vrai, avaient été séduits par le système. Et sur la vingtaine, on va dire qu'il y en a une douzaine ou une quinzaine avaient mis des bandes en place. Et tous la première année, ça a été l'année où, en fin de compte, le rendement était supérieur. L'année d'après, on a connu ces prix. Là, le blé à 250, 200. L'année d'après, il n'y avait plus personne. Ça s'est arrêté tout de suite. Je crois que on doit avoir une autre personne qui en fait encore. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà pour son système à lui, parce qu'il est seul et qu'il faut qu'il... ça fait beaucoup de travail, donc il simplifie. Sinon, c'est terminé. Quand je me parle de ça, j'ai l'impression des fois de... c'est pour ça qu'il faut des références, parce que là, une personne, ça ne sert à rien. Voilà, il y a des fois, on a l'impression d'être un petit peu fou. Il y en a qui nous regardent, wow, qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais s'il n'y a pas d'autres, il faut que ça soit développé en plus grand volume pour que ça ait une incidence sur tout le monde, quoi. Et sans ça, moi, dans ma commune, dans le secteur, il n'y a absolument rien de tout ça de fait. Rien. Bon, j'avais des essais pendant 4-5 ans
avec la chambre, vous voyez, les mêmes variétés, les 2 systèmes, comme c'est fait en micro-parcelles. Cette année, ça a même disparu. Alors, c'est pas ça qui va faire avancer les choses.